Juliette Fontaine travaillait comme ingénieure en sécurité dans une installation chimique dans une ville allemande de taille moyenne. Ses responsabilités comprenaient l'inspection des protocoles de stockage pour les matériaux dangereux, l'examen des systèmes de confinement et la garantie du respect des réglementations fédérales en matière de sécurité. Ce poste comportait des risques considérables. Les employés manipulaient quotidiennement des composés volatiles et les incidents d'exposition étaient régulièrement documentés dans les rapports de sécurité trimestriels soumis à l'autorité fédérale compétente en matière de sécurité au travail. Juliette s'était établie dans son secteur par un travail acharné et des formations continues. Ses collègues la décrivaient comme méticuleuse et compétente, quelqu'un qui prenait ses responsabilités au sérieux et ne faisait aucun compromis sur les normes de sécurité. Son salaire était nettement supérieur à la moyenne, ce qui lui offrait une stabilité financière. Elle vivait avec son mari, Sébastien Picard, dans un appartement de 3 pièces, dans un quartier résidentiel tranquille, peuplé de jeunes familles et de professionnels. Le bâtiment était à proximité d'une gare S-Bahn, ce qui facilitait le trajet jusqu'au travail. De l'extérieur, sa vie semblait ordonnée. Les voisins la saluaient poliment dans l'escalier, voyaient occasionnellement le couple faire des courses le samedi ou rentrant à la maison le soir avec des sacs remplis d'épiceries. Personne ne soupçonnait que derrière cette façade, des tensions couvaient, accumulées au cours des mois. Sébastien Picard travaillait comme coordinateur financier pour une entreprise de logistique de taille moyenne dans le quartier du port. Ses tâches comprenaient le traitement des factures, la gestion des paiements aux fournisseurs et les tâches comptables élémentaires. Le poste offrait la stabilité mais des perspectives d'avancement limitées. Ses collègues le connaissaient comme un homme réservé qui parlait rarement de sa vie privée et maintenait une distance professionnelle. Sébastien avait eu des ambitions au début de sa carrière, mais celles-ci s'étaient estompées au fil des années. À la place, la frustration s'était installée en lui, une insatisfaction silencieuse qu'il dissimulait avec habileté face au monde extérieur. Le mariage entre Juliette et Sébastien avait commencé 4 ans plus tôt, avec des attentes optimistes. À l'époque, tous deux travaillaient à des niveaux de salaire similaires et leur contribution financière au ménage était équilibrée. Mais lorsque Juliette a été promue et son revenu a augmenté, la dynamique a changé. Sébastien a progressivement perçu cela comme une menace pour son estime de soi. Lors de discussions sur les dépenses du ménage ou les achats importants, il faisait des remarques sur sa supériorité financière. Juliette a tenté d'atténuer ces tensions en soulignant que tous deux apportaient leur contribution. Cependant, Sébastien a interprété ces apaisements comme de la condescendance. Une collègue, à qui Juliette s'était confiée occasionnellement, se souvint plus tard que Juliette avait décrit son mariage comme tendu, mais non désespéré. Juliette avait mentionné que Sébastien réagissait sur la défensive lorsqu'elle abordait des sujets comme la planification financière conjointe ou les objectifs à long terme. La collègue lui a conseillé de considérer une thérapie de couple, mais Juliette a hésité. Elle croyait que son emploi du temps de travail exigeant était la principale cause de la distance entre eux. Si son horaire se stabilisait, espérait-elle, il trouverait le temps de clarifier leurs problèmes. Sébastien, en revanche, ne voyait aucun espoir d'amélioration. Dans les mois précédant la mort de Juliette, sa perception du mariage avait fondamentalement changé. Au lieu de chercher des solutions, il a commencé à chercher des échappatoires. Environ 8 mois plus tôt, il avait téléchargé une application de rencontre qu'il utilisait discrètement pendant ses heures de travail. C'est là qu'il a établi un contact avec Manon Moreau, une assistante administrative âgée de 28 ans, qui travaillait pour une entreprise de distribution pharmaceutique dans le centre-ville. Manon venait de terminer une relation de longue durée et se décrivait comme ouverte à quelque chose de simple. Son profil mettait l'accent sur les voyages, la bonne cuisine et l'indépendance financière. Leurs premières rencontres ont eu lieu dans des cafés éloignés du lieu de travail de Sébastien et de son quartier résidentiel. Ils payaient en espèces pour éviter les traces numériques. Sébastien s'est présenté comme séparé de corps et attendant la finalisation du divorce.
Il a affirmé que Juliette refusait de coopérer et le menaçait de longs litiges juridiques concernant la répartition des biens communs. Manon a accepté cette version sans poser de questions. Elle était séduite par le charme de Sébastien et son attention. Il semblait compréhensif et intéressé par sa vie, un contraste avec sa relation précédente. Au cours des mois suivants, leur relation s'est intensifiée. Sébastien visitait l'appartement de Manon plusieurs fois par semaine, arrangeant leurs rencontres pendant les quarts de travail tard le soir ou les quarts de nuit de Juliette. Il se plaignait longuement de son mariage, présentant Juliette comme contrôlante et condescendante. Il prétendait qu'elle utilisait son salaire plus élevé pour justifier des décisions unilatérales concernant leur style de vie commun. Manon sympathisait avec lui et l'encourageait à prioriser son propre bonheur. Elle lui demandait pourquoi il resterait dans une relation qui ne lui procurait que de la frustration. Au 6e mois de leur aventure, Sébastien a commencé à mentionner l'assurance vie de Juliette dans les conversations avec Manon. Il a expliqué le montant de la couverture et fait remarquer que la police le désignait comme seul bénéficiaire. Il a décrit le lieu de travail de Juliette comme intrinsèquement dangereux et a souligné que les incidents d'exposition se produisaient régulièrement. Les décès étaient rares, mais documentés dans l'historique opérationnel de l'installation. Manon a demandé s'il s'inquiétait pour la sécurité de Juliette. Sébastien a répondu que Juliette ignorait ses préoccupations et considérait le risque comme une partie acceptable de son rôle. Manon a déclaré plus tard que le ton de Sébastien au cours de ces conversations était passé de la préoccupation à la spéculation. Il se demandait à haute voix comment les réclamations d'assurance seraient traitées après les décès accidentels du travail et si les paiements seraient rapides. Il a mentionné que les accidents industriels déclenchaient souvent des enquêtes immédiates, mais révélaient rarement des preuves de négligence, sauf s'il y avait un défaut d'équipement évident. Manon a trouvé ces conversations inconfortables, mais n'a pas remis en question la concentration de Sébastien sur le sujet. Elle a supposé qu'il exprimait des préoccupations concernant la profession de Juliette, plutôt que de suggérer quelque chose de délibéré. Le comportement de Sébastien s'est modifié au cours de cette période. Il a recherché les symptômes d'exposition chimique, consulté des articles en ligne sur les protocoles de sécurité industrielle et parcouru les archives d'articles de presse sur les décès dans les installations de transformation. L'analyse numérique judiciaire a montré plus tard que ces recherches avaient lieu la nuit, lorsque Juliette travaillait les quarts de nuit. Sébastien s'est également donné un accès non autorisé au compte de messagerie professionnelle de Juliette, lisant la correspondance entre elle et la direction de l'installation concernant les plans d'inspection imminents. Il a noté les assignations qui l'obligeaient à travailler seul dans les zones de confinement et celles qui nécessitaient une coordination d'équipe. Juliette n'avait aucune connaissance des activités de Sébastien. Elle a continué à travailler selon son horaire et à communiquer minimalement avec Sébastien sur ses routines quotidiennes. Elle s'est confiée à une amie, disant que son mariage semblait de plus en plus vide, mais elle n'avait pas l'énergie pour aborder le sujet directement. L'amie se souvenait que Juliette avait dit qu'elle voulait attendre que son horaire se stabilise avant d'avoir des conversations sérieuses sur leur avenir. Juliette avait mentionné se sentir épuisée et espérait qu'une période de tension réduite clarifierait si une réconciliation était encore possible. Un soir, lorsque Juliette avait un quart de travail tard le soir, Sébastien a examiné son équipement de protection personnelle qu'elle conservait dans une armoire de leur appartement. Les réglementations opérationnelles exigeaient que les employés inspectent leur équipement avant chaque quart, mais Juliette avait admis à Sébastien qu'elle sautait souvent les vérifications détaillées lorsque les horaires étaient serrés. Ce soir-là, Sébastien a fait un geste qui changerait tout. Ce qu'il a exactement fait ne serait découvert que des semaines plus tard, lorsque les enquêteurs examineraient les preuves judiciaires. Mais à ce moment, personne ne soupçonnait qu'une tragédie avait déjà été mise en mouvement.
Sébastien a retiré l'appareil respiratoire de l'armoire de Juliette et a examiné le mécanisme d'étanchéité à la lumière amortie de leur appartement. L'appareil était composé d'un joint en silicone qui créait une barrière hermétique entre le masque et le visage du porteur. L'intégrité de ce joint était cruciale pour la protection dans les environnements chimiques à haute concentration. Avec un couteau de précision qu'il avait retiré de sa boîte à outils, il a fait une minuscule entaille le long du bord intérieur du joint. Les dommages étaient minimes, mais suffisants. Dans des conditions normales, ce défaut permettrait seulement l'infiltration de petites quantités d'air extérieur. Dans un environnement chimique à haute concentration, cette ouverture permettrait l'infiltration de vapeur. Après avoir remis l'appareil respiratoire à sa place, Sébastien s'est assuré qu'aucune trace visible de la manipulation ne restait. Il a jeté le couteau dans une poubelle publique, 2 pâtés de maison de leur bâtiment. La précision de ses actions indiquait une planification soigneuse. Il avait passé des semaines à étudier le lieu de travail de sa femme, à identifier les faiblesses des protocoles de sécurité et à identifier les points faibles. Cette préparation méthodique distinguait ses actions des actes de violence impulsifs. Sébastien a agi avec le froideur d'un homme qui résolvait un problème, non pas avec la passion d'une personne submergée par l'émotion. La prochaine assignation de Juliette consistait à inspecter seule une zone de confinement dont l'équipement était prévu pour des rénovations. Le personnel de cette section avait été temporairement réduit pour permettre les travaux de rénovation. Juliette a mentionné cette assignation de manière désinvolte au dîner, expliquant qu'elle s'attendait à la terminer rapidement puisque la zone avait été vidée. Sébastien a demandé si elle se sentait à l'aise de travailler seule. Juliette a écarté ses préoccupations, expliquant qu'elle avait effectué des inspections similaires des douzaines de fois sans incident. Sa confiance en elle l'a calmée superficiellement, tandis que, intrinsèquement, il calculait déjà les conséquences. Le matin de l'inspection, Sébastien a quitté l'appartement à l'heure habituelle. Juliette est partie 30 minutes plus tard. Elle est arrivée à l'installation, s'est enregistrée à la réception et s'est dirigée vers la salle d'équipement pour récupérer son équipement de protection. Les enregistrements vidéo ont montré qu'elle a entré la zone de confinement à 9h42. Le système de ventilation de la zone fonctionnait à capacité réduite en raison des travaux de maintenance en cours. Un détail dont Juliette avait été informée, mais qu'elle considérait comme gérable puisqu'aucun traitement chimique actif n'avait lieu. Juliette a commencé son inspection de routine, vérifiant les manomètres, examinant l'intégrité des réservoirs de stockage et notant les numéros de série de l'équipement. Environ 18 minutes après le début de son travail, les concentrations de vapeur résiduelle dans la zone ont augmenté en raison d'une soupape de vidange défectueuse qui n'avait pas été signalée lors des contrôles préalables. Les vapeurs sont restées en dessous des seuils dangereux pour les travailleurs, portant des masques respiratoires correctement étanchéifiés. Le masque compromis de Juliette a cependant permis une infiltration continue à faible volume. En quelques minutes, elle a ressenti les premiers symptômes. Les étourdissements ont commencé, suivis d'une distorsion visuelle et d'une respiration difficile. Juliette a tenté de quitter la zone de confinement, mais sa désorientation l'a empêchée de trouver la plaque de libération d'urgence. Elle s'est effondrée près du centre de la salle. Le système de surveillance automatique de l'installation a détecté une qualité d'air anormale et a déclenché une alarme. L'équipe d'urgence a entré la zone 12 minutes après l'alerte. Juliette était inconsciente lorsque les premiers intervenants l'ont trouvée. Ils ont administré de l'oxygène et ont commencé les procédures de décontamination avant de la transporter à l'hôpital le plus proche. Le personnel médical a tenté une réanimation, mais Juliette a été déclarée morte 90 minutes après son arrivée. Le médecin traitant a attribué la cause du décès à l'exposition chimique aiguë en combinaison avec une défaillance d'équipement. Les dossiers hospitaliers ont montré que l'étanchéité compromise du masque respiratoire était le facteur primaire permettant l'inhalation de vapeurs mortelles. La direction de l'installation a contacté Sébastien sur son lieu de travail.
Il est arrivé à l'hôpital et a été escorté dans une salle de consultation privée où un supérieur lui a expliqué la situation. La réaction de Sébastien semblait correspondre à un état de choc. Il a posé plusieurs questions sur le déroulement des événements, la défaillance d'équipement et si Juliette avait souffert. Le supérieur a fourni des informations limitées en attente d'une enquête interne approfondie. Sébastien a demandé à rester seul et a assisté en silence dans la salle de consultation pendant 20 minutes avant de partir. L'enquête interne de l'installation a conclu que la défaillance d'équipement combinée à la ventilation réduite avait créé des conditions dangereuses. Les inspecteurs ont découvert que l'étanchéité du masque respiratoire était endommagée, mais l'ont attribuée à l'usure normale due à une utilisation prolongée. Rien n'indiquait une manipulation délibérée. Le décès a été classé comme un accident du travail résultant de défaillances systémiques de sécurité plutôt que de la négligence individuelle. Le corps de Juliette a été remis à Sébastien 3 jours après son décès. Il a coordonné les préparatifs des funérailles avec la mère de Juliette, Margaret, qui était arrivée d'une autre ville après avoir reçu la notification. Margaret avait eu un contact limité avec sa fille pendant le mariage. Une distance que Juliette avait attribuée au malaise de Sébastien concernant l'inclusion de la famille étendue. Margaret a expliqué plus tard aux enquêteurs que Sébastien semblait coopératif, mais émotionnellement distant lors des discussions de planification. Il a laissé la plupart des décisions à Margaret et a fourni peu d'informations sur les détails de la cérémonie ou ses préférences concernant l'enterrement. L'enterrement a eu lieu dans un cimetière, dans une banlieue, un après-midi nuageux. Environ 40 personnes étaient présentes, notamment les collègues de Juliette, d'anciens camarades universitaires et des parents éloignés. Sébastien s'est tenu près du cercueil pendant toute la cérémonie, son regard fixe et lointain. Margaret s'est positionnée à côté de lui et a posé sa main sur son épaule de temps en temps. Les témoins ont décrit Sébastien comme calme mais composé, sans signe visible d'effondrement émotionnel. Pendant l'enterrement, alors que le cercueil était abaissé dans la terre, Sébastien s'est avancé et a posé sa main sur la surface en bois poli. Il est resté immobile pendant plusieurs secondes avant de se retirer. Margaret l'a embrassé et il s'est brièvement appuyé contre elle avant de partir. Une collègue de Juliette qui a participé à la cérémonie a enregistré ce moment sur son téléphone pour conserver un souvenir pour les membres de la famille qui n'ont pas pu assister. L'assemblée s'est progressivement dispersée après l'enterrement. Les endeuillés ont présenté leurs condoléances à Sébastien et à Margaret avant de partir. Sébastien est resté près de la tombe, acceptant les poignées de main et les brèves condoléances. Margaret a remarqué qu'il vérifiait plusieurs fois son téléphone au cours de ces échanges, supposant cependant qu'il s'occupait de questions administratives. 2 minutes après le départ des derniers participants vers le parking, Sébastien s'est dirigé vers la porte est du cimetière. Une autre personne en deuil, retardée par la recherche de ses clés de voiture, a jeté un coup d'œil en arrière vers la tombe. Elle a vu Sébastien debout à côté d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. La femme était plus jeune, portait des vêtements foncés, mais pas de vêtements de deuil formels. Sébastien et la femme ont échangé quelques paroles. L'observatrice a remarqué que Sébastien s'était visiblement détendu. Il a souri, puis a ri d'une remarque de la femme. Ils se sont dirigés ensemble vers un véhicule garé le long de la route de contournement. L'observatrice a trouvé cette interaction déroutante, étant donné le contexte. Elle l'a mentionné à une autre personne présente lors du trajet de retour en ville et a décrit le changement d'humeur de Sébastien comme troublant. La deuxième personne a suggéré que le deuil se manifestait différemment chez chacun et que les jugements semblaient prématurés. L'observatrice est cependant restée perturbée et a mentionné l'incident lors d'un appel de suivi ultérieur avec la mère de Juliette. Margaret a d'abord rejeté le rapport, le considérant comme une mauvaise interprétation. Elle a contacté Sébastien pour demander s'il avait besoin de soutien supplémentaire ou d'aide pour gérer les affaires de Juliette. Sébastien a répondu que tout allait bien
et qu'il appréciait son intérêt. Il n'a pas mentionné avoir rencontré quelqu'un au cimetière. Dans les 5 jours suivant l'enterrement, Sébastien a déposé une réclamation auprès de la compagnie d'assurance qui gérait l'assurance vie professionnelle de Juliette. La demande contenait une copie certifiée du certificat de décès, les rapports d'incident de l'installation et les documents de vérification des bénéficiaires. La compagnie d'assurance a traité la réclamation selon les protocoles standards. Le montant du paiement a dépassé 6 chiffres. Les fonds ont été transférés sur le compte bancaire personnel de Sébastien dans les jours ouvrables suivant l'approbation de la réclamation. Sébastien a immédiatement effectué un deuxième virement et transféré une somme importante vers un compte enregistré au nom de Manon Moreau. Les relevés bancaires ont montré plus tard que la transaction avait eu lieu un mardi matin à 15h13. 30 minutes plus tard, Sébastien a envoyé à Manon un SMS l'informant que les dispositions avaient été prises et qu'il pouvait passer à l'étape suivante. Manon a répondu en confirmant la réception du message et en exprimant son soulagement que les complications aient été évitées. Cette communication deviendrait cruciale plus tard. Mais à ce moment, Sébastien croyait avoir avec succès mis en scène un accident du travail parfait que personne ne remettrait en question. Il n'avait pas prévu que la compagnie d'assurance possédait des protocoles de prévention de fraude qui seraient bientôt activés. Le département de détection de fraude de la compagnie d'assurance a marqué la transaction lors d'un examen de routine. Les importants débours suivis de virements externes rapides ont déclenché des protocoles de contrôle automatique. Un analyste a remarqué que le destinataire du compte n'avait aucune connexion documentée avec le défunt ou l'assuré. Le délai entre l'approbation de la réclamation et le virement était inférieur à 48 heures, ce qui était inhabituel pour quelqu'un qui prétendument était en deuil. La société a transmis un résumé de dossier au service des crimes financiers pour une évaluation préliminaire. Le commissaire Fischer a reçu le dossier un jeudi après-midi. Il a parcouru le calendrier des transactions, noté la vitesse inhabituelle des virements et demandé les dossiers professionnels de Sébastien Picard et Juliette Fontaine. Les vérifications initiales ont montré que Manon Moreau travaillait dans le quartier pharmaceutique, mais n'avait aucune connexion évidente aux réseaux professionnels ou personnels de Juliette. Fischer a marqué l'affaire pour des investigations supplémentaires et a prévu des entretiens avec Sébastien et l'agent de traitement des sinistres de la compagnie d'assurance. Fischer a commencé son enquête en examinant les activités financières de Sébastien au cours des 6 mois précédant la mort de Juliette. Les relevés de compte ont montré des modèles de dépenses constants correspondant à un revenu modeste. Cependant, les retraits en espèces avaient augmenté de manière notable à partir de 8 mois auparavant. Sébastien retirait entre 200 et 400 euros par semaine, des montants qui dépassaient ses dépenses documentées pour le loyer, les services publics et l'épicerie. Les retraits ont eu lieu à différents guichets automatiques dans la ville, évitant d'utiliser le même guichet plusieurs fois. Fischer a demandé les registres téléphoniques de Sébastien par les canaux juridiques habituels. Les registres d'appel ont montré une communication fréquente avec un numéro enregistré à Manon Moreau. Le profil de contact montrait des échanges quotidiens, commençant environ 8 mois avant la mort de Juliette, avec des appels allant de brèves vérifications à des conversations de plus de 30 minutes. Les métadonnées SMS ont montré un volume de communication élevé, bien que le contenu soit resté chiffré selon les protocoles standards des opérateurs. Fischer a organisé un entretien avec Sébastien au siège de la police. Sébastien est arrivé accompagné d'un représentant juridique qu'il avait engagé après avoir été notifié de l'enquête. Au cours de la séance enregistrée, Fischer a demandé à Sébastien d'expliquer le virement du paiement d'assurance à Manon Moreau. Sébastien a expliqué que Manon était une amie proche qui lui avait fourni un soutien émotionnel lors de ses difficultés conjugales. Il a affirmé que le virement représentait le remboursement de prêts personnels que Manon lui avait accordés lorsqu'il faisait face à des difficultés financières temporaires. Fischer a demandé une documentation pour confirmer ces prêts. Sébastien n'a pu fournir aucun accord écrit, billet à ordre ou dossier de transaction.
Il a expliqué que les accords avaient été informels et basés sur une confiance mutuelle. Fischer a demandé pourquoi le remboursement avait lieu immédiatement après la réception des fonds d'assurance, plutôt que progressivement. Sébastien a répondu qu'il avait voulu régler rapidement ses obligations en attente pour éviter d'autres complications au cours de son processus de deuil. Fischer a ensuite interrogé Sébastien sur le développement de sa relation avec Manon. Sébastien a affirmé qu'ils s'étaient rencontrés il y a environ 1 an par des amis communs et avaient développé une amitié basée sur les intérêts communs. Il a nié toute relation romantique et a caractérisé leur connexion comme purement platonique. Fischer a noté cette réponse et a poursuivi avec d'autres sujets, questionnant Sébastien sur les horaires de travail de Juliette, les préoccupations en matière de sécurité et s'il avait jamais visité son lieu de travail. Sébastien a confirmé qu'il avait occasionnellement livré des articles à Juliette, mais a expliqué qu'il n'avait jamais accédé aux zones régulées de l'installation. L'entretien s'est terminé sans confession supplémentaire. L'avocat de Sébastien a conseillé de ne pas poursuivre l'interrogatoire et Fischer les a autorisés à partir. Cependant, les explications vagues de Sébastien et l'absence de preuves confirmant son histoire de remboursement de prêt ont renforcé les soupçons de Fischer. Fischer a ensuite interrogé Manon Moreau dans son appartement. Elle semblait nerveuse et hésitante en répondant aux questions sur sa relation avec Sébastien. Manon a d'abord affirmé qu'ils n'étaient que de simples connaissances qui se rencontraient occasionnellement pour prendre un café. Confrontée à des registres téléphoniques montrant une communication quotidienne, Manon a révisé sa déclaration. Elle a admis avoir entretenu une relation romantique, mais a insisté sur le fait que celle-ci n'avait commencé qu'après que Sébastien se soit séparé de Juliette. Fischer a demandé à Manon quand elle croyait que Sébastien s'était séparé de sa femme. Manon a expliqué que Sébastien lui avait dit que la séparation avait eu lieu plus d'1 an auparavant et que les procédures de divorce étaient en cours. Fischer a informé Manon que Sébastien et Juliette avaient vécu ensemble sans interruption jusqu'à la mort de Juliette et qu'aucune séparation ou demande de divorce n'existait dans les registres municipaux. L'expression de Manon a changé de la confusion à la consternation. Elle a expliqué que Sébastien l'avait trompée et qu'elle n'aurait jamais poursuivi la relation si elle avait connu la vérité. Fischer l'a interrogé sur le virement financier. Manon a expliqué que Sébastien avait décrit les fonds comme sa part d'un accord de divorce et voulait garder l'argent temporairement sur son compte pendant qu'il finalisait la répartition des biens avec Juliette. Manon a affirmé qu'elle avait l'intention de retourner les fonds une fois que Sébastien lui aurait ordonné de le faire. Fischer a noté que Manon n'avait pas remis en question pourquoi Sébastien devait transférer une si grande somme sur son compte au lieu de la garder sur le sien. Après ces entretiens, Fischer a élargi son enquête aux activités numériques de Sébastien. Il a obtenu des mandats de perquisition pour l'ordinateur personnel de Sébastien et ses appareils mobiles. L'analyse judiciaire a révélé des entrées d'historique de recherche se concentrant sur les symptômes d'exposition chimique, les études de cas d'accidents industriels et les procédures de réclamation d'assurance. Les recherches se sont intensifiées le mois précédant la mort de Juliette. Les analystes ont également restauré les onglets de navigateur supprimés qui étaient liés à l'intégrité des joints du masque respiratoire et aux méthodes de création de dommages non détectables à l'équipement. Fischer a demandé l'accès à l'installation pour examiner l'équipement de travail de Juliette. Les inspecteurs de sécurité avaient conservé l'appareil respiratoire endommagé dans le cadre de leur examen interne. Fischer a transporté le masque dans un laboratoire judiciaire spécialisé dans l'analyse des matériaux. Les techniciens ont examiné le joint sous agrandissement et ont identifié une perforation qui n'était pas conforme aux traces d'usure normales. Les dommages présentaient les caractéristiques d'une entaille délibérée plutôt qu'une détérioration due à une utilisation répétée. Le rapport de laboratoire a conclu que la perforation avait probablement été créée avec un instrument tranchant appliqué avec une pression contrôlée.
Fischer a assemblé les découvertes judiciaires et a demandé un deuxième entretien avec Sébastien. Cette séance a eu lieu au siège de la police en présence de l'avocat de Sébastien. Fischer a présenté l'analyse en laboratoire montrant que le joint de l'appareil respiratoire de Juliette avait été intentionnellement endommagé. Il a expliqué que le motif de perforation indiquait une manipulation délibérée plutôt qu'une détérioration d'équipement. Sébastien a affirmé qu'il n'avait aucune connaissance de l'état de l'appareil respiratoire et a suggéré que les dommages auraient pu être causés au lieu de travail de Juliette par une manipulation inappropriée par d'autres employés. Fischer a répliqué en présentant l'historique de recherche de Sébastien, en particulier les requêtes liées à l'intégrité des joints du masque respiratoire et aux symptômes d'exposition chimique. Il a demandé à Sébastien d'expliquer pourquoi il avait recherché ces sujets dans les semaines précédant la mort de Juliette. Sébastien a expliqué qu'il était préoccupé par la sécurité de Juliette, compte tenu de son environnement de travail dangereux, et avait voulu comprendre les risques auxquels elle était exposée quotidiennement. Son avocat a noté que les seules recherches ne constituaient pas une preuve d'inconduite et que la préoccupation de Sébastien concernant le bien-être de sa femme était naturelle. Fischer a ensuite orienté la conversation vers le virement financier. Il a indiqué que Sébastien avait transféré les fonds à Manon dans les jours suivant la réception du paiement d'assurance et a demandé pourquoi un virement immédiat avait été nécessaire si leur relation était platonique et l'argent représentait un remboursement de prêt. Sébastien a répété son explication antérieure mais n'a pas pu fournir des justifications cohérentes au sujet du délai. Son avocat a demandé une pause pour une consultation privée avec son client. Lorsque l'entretien a repris, Sébastien a refusé de répondre à d'autres questions. Fischer a ensuite contacté la personne en deuil qui avait observé l'interaction de Sébastien au cimetière. Elle a accepté de faire une déclaration officielle et a remis l'enregistrement vidéo qu'elle avait réalisé pendant la cérémonie d'enterrement. Les images montraient la posture sombre de Sébastien pendant la cérémonie. Fischer a demandé l'enregistrement complet, y compris les séquences filmées après la fin de la cérémonie officielle. La personne en deuil a expliqué qu'elle avait cessé de filmer avant son départ, mais a confirmé avoir vu Sébastien rire quelques minutes après le départ des participants avec une femme non identifiée. Fischer a organisé une série de photos avec Manon Moreau parmi plusieurs personnes d'apparence similaire. La personne en deuil a identifié Manon comme la femme qu'elle avait observée avec Sébastien au cimetière. Cette confirmation a établi que Sébastien avait rencontré sa maîtresse immédiatement après l'enterrement de sa femme, ce qui contredisait son affirmation que leur relation était platonique et qu'il endeuillait la perte de Juliette. Fischer a obtenu les enregistrements vidéo des caméras autour du cimetière. Les enregistrements montraient Sébastien se diriger vers la porte est 8 minutes après le départ des derniers endeuillés. Manon descendit d'un véhicule garé et s'approcha de Sébastien. Les deux se sont brièvement embrassés avant de commencer une conversation. Le langage corporel de Sébastien s'est visiblement détendu. Il a souri, puis a ri en réaction à quelque chose que Manon avait dit. Ils se sont dirigés ensemble vers le véhicule et ont quitté le cimetière. Cette documentation visuelle contredisait directement la représentation publique de Sébastien Dudeuil et son affirmation d'une amitié platonique. Fischer a assemblé ses découvertes et s'est préparé à présenter l'affaire au bureau du procureur. Les preuves comprenaient l'appareil respiratoire compromis, l'analyse judiciaire confirmant la manipulation intentionnelle, l'historique de recherche accablant, le virement financier rapide à sa maîtresse, le témoignage des témoins concernant la rencontre au cimetière et les preuves vidéo réfutant les affirmations de Sébastien concernant son deuil et son amitié platonique. Le bureau du procureur a approuvé les mandats d'arrêt contre les deux accusés. La phase suivante serait cruciale pour déterminer jusqu'à quel point l'implication de Manon était réelle. Les agents ont arrêté Sébastien Picard sur son lieu de travail tôt le matin.
Il a été informé des accusations portées contre lui, y compris le meurtre, la fraude d'assurance et la falsification de preuves. Sébastien est resté silencieux pendant son transport au centre de détention. Ses collègues qui ont assisté à l'arrestation ont été choqués. La plupart n'avaient aucune connaissance de ses circonstances personnelles, et la gravité des accusations les avait surprises. Le supérieur de Sébastien a déclaré plus tard n'avoir remarqué rien d'inhabituel dans son comportement dans les semaines suivant la mort de Juliette. Sébastien avait continué à travailler normalement, respectant les délais et ne montrant aucun signe de détresse émotionnelle. Manon Moreau a été arrêtée le même après-midi, dans son appartement. Elle a été accusée de conspiration et de complicité d'infraction pénale pour avoir accepté des fonds dont elle savait qu'ils provenaient d'activités criminelles. Lors de son interrogatoire en détention, Manon a entièrement coopéré avec les enquêteurs. Elle a admis que Sébastien l'avait trompée sur son statut civil, mais a affirmé n'avoir aucune connaissance de ses intentions à l'égard de Juliette. Elle a expliqué qu'elle croyait que les fonds d'assurance étaient légitimes et que l'explication de Sébastien concernant les fonds d'accord de divorce semblait plausible. Manon a accepté de témoigner contre Sébastien en échange d'une réduction des accusations portées contre elle. Lors de l'interrogatoire prolongé, Manon a détaillé le calendrier de sa relation avec Sébastien. Elle a décrit comment il l'avait contacté par des applications de rencontres, comment il avait arrangé leur première rencontre dans des cafés éloignés et présenté sa connexion comme une fuite temporaire de sa vie conjugale échouée. Manon se souvenait de conversations spécifiques au cours desquelles Sébastien avait mentionné la police d'assurance vie de Juliette. Il avait décrit le montant de la couverture en détail et remarqué que les accidents du travail dans le secteur de Juliette, bien que rares, se produisaient occasionnellement. Manon avait interprété ces déclarations à l'époque comme des préoccupations théoriques plutôt que comme des indices de planification. Elle se souvenait également d'une conversation particulièrement troublante environ 6 semaines avant la mort de Juliette. Sébastien avait mentionné des plans de voyage à Ibiza, une pause de 3 semaines qu'il comptait s'accorder après avoir réglé certaines questions commerciales non spécifiées. Manon avait supposé qu'il faisait référence à la finalisation de son divorce. Sébastien avait recherché les détails du voyage, comparé les options hôtelières et vérifié les horaires des vols. Il avait suggéré qu'ils devaient voyager ensemble une fois sa situation clarifiée. Manon avait considéré ces plans comme une fantaisie concernant leur vie future ensemble, non pas quelque chose qui devrait se réaliser peu après la mort de sa femme. Fischer a trouvé cette information particulièrement révélatrice. Le fait que Sébastien ait fait des plans de voyage concrets au cours des semaines précédant la mort de Juliette démontrait une capacité remarquable de prévoyance et de détachement émotionnel. Les conjoints endeuillés normaux ne planifient pas de voyage d'une durée de plusieurs semaines peu après la mort de leur partenaire. Ces détails joueraient un rôle central ultérieurement dans la construction de l'affaire du procureur, car ils documentaient la mentalité de Sébastien. Il n'avait pas planifié le deuil, mais la libération. L'avocat de Sébastien lui a conseillé de ne faire aucune déclaration. Confronté aux preuves accumulées, aux découvertes judiciaires, aux témoignages des témoins et à la coopération de Manon, Sébastien a cependant reconnu que sa position était intenable. Il a admis que son mariage avait échoué et qu'il cherchait un moyen d'y mettre fin sans perte financière. Il a reconnu avoir recherché l'environnement de travail de Juliette et compris les risques associés à la défaillance d'équipement. Il a nié avoir intentionnellement endommagé l'appareil respiratoire, mais n'a pas pu expliquer comment la manipulation avait eu lieu s'il n'en était pas responsable. Fischer a documenté les confessions partielles de Sébastien et a préparé l'affaire pour le bureau du procureur. La chaîne de preuves était complète. Les analystes judiciaires avaient confirmé que le joint de l'appareil respiratoire avait été intentionnellement perforé. La criminalistique numérique avait découvert les recherches de Sébastien sur les symptômes d'exposition chimique, les défauts d'équipement et les procédures d'assurance.
Les relevés financiers documentaient le virement immédiat du paiement d'assurance à sa maîtresse. Les témoignages et les preuves vidéo contredisaient ses affirmations concernant le deuil et l'amitié platonique. La coopération de Manon fournissait un contexte sur la mentalité de Sébastien et ses plans pour la période suivant la mort de Juliette. Le bureau du procureur a construit une narration démontrant une planification méthodique, une exécution calculée et des actions rapides pour assurer des gains financiers. Sébastien avait passé des mois à étudier l'environnement de travail de Juliette, à identifier les points faibles et à créer une situation qui semblerait être un accident. Il avait trompé sa maîtresse pour assurer sa participation, que ce soit par naïveté de confiance ou complicité intentionnelle. Après la mort de Juliette, il n'avait pas respecté de période de deuil appropriée, mais avait plutôt effectué immédiatement des transferts financiers et rencontré Manon sur un cimetière quelques minutes après l'enterrement. La défense a argumenté que les preuves circonstancielles ne prouvaient pas sans équivoque que Sébastien avait manipulé l'appareil respiratoire. Ils ont proposé que le personnel de l'installation aurait pu endommager l'équipement par une manipulation négligente ou que la détérioration représentait une usure naturelle. La défense a affirmé que les recherches de Sébastien reflétaient une véritable préoccupation pour la sécurité de Juliette, plutôt qu'une planification de sa mort. Concernant le transfert financier, l'avocat a argumenté que les décisions de Sébastien après la mort de Juliette, bien que discutables dans le calendrier, ne constituaient pas une preuve de meurtre. La défense n'a pas appelé Sébastien à témoigner, citant le risque d'un contre-interrogatoire face à ses déclarations antérieures incohérentes aux enquêteurs. Cette décision a laissé les preuves du procureur largement sans opposition. Les jurés ont entendu des experts judiciaires expliquant la nature intentionnelle de la perforation du masque respiratoire. Ils ont vu des analyses numériques montrant les activités de recherche de Sébastien. Ils ont entendu le témoignage de Manon sur les tromperies de Sébastien et ses plans pour Ibiza. Ils ont vu des enregistrements vidéo du cimetière documentant la transformation d'humeur de Sébastien du deuil public au rire privé. Fischer a présenté le calendrier des actions de Sébastien lors de son témoignage. Il a expliqué comment le paiement d'assurance avait été traité dans les jours suivant la mort de Juliette, suivi du virement immédiat à Manon. Il a décrit la découverte de plans de voyage sur l'ordinateur de Sébastien, des itinéraires détaillés pour un séjour de 3 semaines à Ibiza, réservé pour une période commençant 2 semaines après la mort prédite de Juliette. Ces réservations avaient été faites avant sa mort, suggérant que Sébastien attendait son décès avec certitude, plutôt que de l'expérimenter comme un accident tragique. Le bureau du procureur a également présenté la correspondance par courriel entre Sébastien et une agence de voyage. Les messages discutaient d'hébergement pour 2 personnes, de vols directs et de forfaits d'activité. Les dates des courriels étaient 3 semaines avant la mort de Juliette. L'agence de voyage avait demandé un dépôt que Sébastien avait fourni avec une carte de crédit. Ces transactions ont été trouvées dans ses dossiers financiers que Fischer avait saisis lors de l'enquête. Le voyage était prévu pour 6 semaines après la mort de Juliette, un délai que Sébastien avait manifestement jugé suffisant pour traiter les réclamations d'assurance et éviter les soupçons excessifs. Manon a confirmé lors de son témoignage que Sébastien avait mentionné le voyage sans spécifier les dates. Elle avait supposé qu'il s'agissait d'un plan futur, après son divorce. Le bureau du procureur a argumenté que l'existence de ce voyage réservé, réalisé avant la mort de Juliette, démontrait l'attente de Sébastien de son décès imminent. Un conjoint normal dans un mariage échoué pourrait éventuellement fantasmer sur les voyages futurs, mais ne ferait pas de réservation définitive avec des dates spécifiques, sauf s'il savait qu'un obstacle entravant serait bientôt supprimé. La dimension psychologique du comportement de Sébastien a été analysée par des experts appelés à témoigner par le procureur.
Un psychologue judiciaire a expliqué que les actions de Sébastien montraient un pattern de détachement émotionnel, cohérent avec la violence instrumentale, des actions commises par un calcul froid plutôt que par une passion impulsive. L'expert a noté que la capacité de Sébastien à simuler le deuil normal pendant l'enterrement, tandis qu'il avait immédiatement après une interaction détendue avec sa maîtresse, indiquait des traits psychopathiques importants, en particulier un manque d'empathie et un charme superficiel. La défense a tenté de contester cette caractérisation en arguant que les gens traitaient le deuil différemment et que les moments de soulagement ou de distraction n'indiquaient pas nécessairement un manque de sentiment de perte véritable. Le procureur a répliqué que la combinaison du voyage planifié, du virement financier immédiat, de la tromperie documentée et des preuves judiciaires de la manipulation d'équipements dépassait les variations normales du deuil. Ces actions reflétaient une personne qui avait soigneusement mis en scène un résultat souhaité et en avait ensuite profité. Les jurés se sont retirés pour les délibérations. Ils ont passé 2 jours à examiner les preuves extensives présentées. Les découvertes judiciaires concernant l'appareil respiratoire étaient convaincantes. Les dossiers numériques des recherches de Sébastien établissaient l'intention et la planification. Les transactions financières montraient les actions immédiates pour assurer les gains. Le témoignage de Manon fournissait un aperçu de la mentalité et des intentions de Sébastien. Les enregistrements vidéo du cimetière contredisaient ces représentations publiques du deuil. Le voyage réservé à Ibiza, arrangé avant la mort de Juliette, prouvait que Sébastien avait anticipé et planifié son décès. Le 3e jour, les jurés sont revenus avec leur verdict. Sébastien Picard a été reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation: le meurtre, la fraude d'assurance et la falsification de preuves. Le tribunal a établi que la combinaison de preuves judiciaires, de dossiers numériques, de transactions financières et de témoignages des témoins établissait sa culpabilité avec une certitude suffisante. Manon Moreau a reçu une peine suspendue pour complicité après avoir coopéré avec les procureurs et démontré qu'elle n'avait aucune connaissance préalable des intentions de Sébastien envers Juliette. Le tribunal procéderait maintenant à la détermination de la peine, une phase qui déterminerait les conséquences finales des actions de Sébastien. L'audience de détermination de la peine a eu lieu 3 semaines après le verdict de culpabilité. La salle d'audience était remplie d'anciens collègues de Juliette, de membres de la famille et de représentants des médias. Sébastien était assis entre ses avocats, son expression impassible. Le procureur s'est préparé à présenter plusieurs facteurs aggravants, justifiant une peine maximale. Le procureur principal a commencé par un résumé de la nature calculée des crimes de Sébastien. Il a souligné que ce n'était pas un acte de violence impulsif, mais une exécution méthodiquement planifiée sur plusieurs mois. Le procureur a décrit comment Sébastien avait systématiquement étudié l'environnement de travail de Juliette, identifié les faiblesses des protocoles de sécurité et avait choisi une méthode spécifique qui semblerait être un accident du travail. Cette intention distinguait l'affaire des crimes passionnels ou des actes d'occasion. Sébastien avait eu des semaines, possiblement des mois, pour reconsidérer sa décision. Au lieu de montrer des remords ou de chercher des solutions alternatives à ses problèmes conjugaux, il avait décidé de continuer. Le procureur a argumenté que cette intention persistante nécessitait la peine la plus stricte disponible. Le 2e facteur aggravant était l'exploitation par Sébastien de la confiance de Juliette. En tant que mari, il avait un accès privilégié à son équipement de protection personnelle, son horaire de travail et ses protocoles de sécurité. Juliette n'avait aucune raison de remettre en question l'intégrité de son équipement, puisqu'elle supposait que son domicile était un espace sûr. Sébastien avait exploité cette relation de confiance pour commettre un meurtre qui aurait été pratiquement indétectable s'il n'y avait pas eu les transactions financières qui avaient suscité des soupçons.
Le procureur a souligné que les crimes commis au sein des relations de confiance étaient particulièrement répugnants, car ils minaient le fondement de la connexion humaine. Le troisième facteur concernait le comportement de Sébastien après la mort de Juliette. Ses transactions financières immédiates, sa rencontre avec sa maîtresse au cimetière et le voyage à Ibiza pré-réservé démontraient un manque total de remords. Il n'avait même pas observé le délai de bienséance minimal que les normes sociales attendaient des endeuillés. Au lieu de cela, il avait traité la mort de Juliette comme une occasion de commencer sa nouvelle vie sans retard. Le procureur a argumenté que ce comportement révélait la vraie nature de Sébastien, quelqu'un qui était entièrement égocentriste et incapable de véritable connexion humaine. Le procureur a appelé plusieurs témoins pour présenter des déclarations d'impact sur les victimes. La mère de Juliette, Margaret, a été la première à parler. Elle s'est avancée vers le podium. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle présentait sa déclaration préparée. Margaret a décrit Juliette comme une professionnelle dévouée qui prenait son travail au sérieux et n'avait jamais été consciente des dangers de sa position, provenant de son propre foyer. Elle a parlé de la communication limitée qu'elle avait eue avec sa fille pendant son mariage avec Sébastien, une distance qu'elle comprenait maintenant comme l'isolement délibéré de Sébastien de sa fille. Margaret a dirigé ses remarques directement vers Sébastien. Sa voix s'est brisée plusieurs fois alors qu'elle parlait. Elle a dit qu'elle lui faisait confiance pour s'occuper de sa fille, avait cru que Juliette était entre de bonnes mains. Au lieu de cela, il avait été la personne qu'elle aurait dû craindre le plus. Margaret a décrit l'agonie d'apprendre que la mort de Juliette n'était pas un accident tragique, mais un meurtre délibéré, exécuté par l'homme qui avait juré de la protéger. Elle a expliqué qu'aucune peine ne pourrait jamais ramener sa fille ou effacer la douleur de cette trahison. Elle espérait cependant que la punition de Sébastien servirait d'avertissement à d'autres, que de telles actions seraient découvertes et punies. 2 collègues de Juliette ont également présenté des déclarations. La première a décrit Juliette comme une travailleuse consciencieuse, qui prenait les protocoles de sécurité au sérieux et maintenait régulièrement son équipement. Le fait que quelqu'un ait saboté son appareil respiratoire sans qu'elle le découvre soulignait la nature insidieuse du plan de Sébastien. La deuxième collègue a parlé des effets sur le moral au travail dans l'installation. La mort de Juliette avait à l'origine été considérée comme la preuve des erreurs de sécurité systémique, ce qui avait incité les employés à remettre en question leurs propres mesures de protection. La révélation que sa mort avait été causée par un sabotage intentionnel, plutôt que par une panne de l'installation, apportait un certain soulagement, mais laissait aussi des questions troublantes sur la vulnérabilité de chacun. La défense a présenté des facteurs atténuants, bien que ces options aient été limitées étant donné la gravité des actions de Sébastien. L'avocat a argumenté que Sébastien n'avait aucun antécédent pénal et avait été un membre productif de la société jusqu'à ce crime. La défense a suggéré que les tensions conjugales et les angoisses financières avaient contribué à son état psychologique, sans excuser ses actions. Ils ont demandé au tribunal de considérer une possible rédemption future, plutôt que de le considérer comme irréformable. Le juge a écouté les 2 parties et s'est retiré pour réfléchir à la peine appropriée. Après 2h30, il est retourné à la salle d'audience. La foule s'est calmée alors qu'il commençait à parler. Le juge a établi que les preuves présentées démontraient un crime exceptionnellement calculé et de sang-froid. La planification méthodique de Sébastien, son abus de confiance et son manque total de remords après le meurtre justifiaient la peine la plus stricte disponible. Le juge a mentionné le voyage pré-réservé à Ibiza comme particulièrement troublant, car il prouvait non seulement que Sébastien avait planifié la mort de Juliette, mais aussi avait anticipé son absence comme occasion de plaisir personnel. Le juge a également abordé les implications sociétales plus larges. Les crimes commis au sein des mariages étaient particulièrement alarmants car ils violaient l'unité sociale la plus fondamentale. Les gens devraient pouvoir faire confiance à leurs partenaires sans craindre de devenir victimes.
Les actions de Sébastien n'avaient pas seulement ôté la vie à Juliette, mais avaient également sapé les hypothèses fondamentales concernant la sécurité domestique. Le juge a déclaré que la société devait rejeter énergiquement de telles violations. Sébastien Picard a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité, avec une période minimale d'emprisonnement de 15 ans avant d'être admissible à un examen de libération conditionnelle. Le juge a établi que même après 15 ans, la libération conditionnelle n'était pas garantie. Elle dépendrait du comportement de Sébastien en prison, de sa démonstration d'un remords véritable et de l'évaluation par les psychologues s'il restait un danger pour la société. Compte tenu de la nature de son crime et de son comportement antérieur, le juge considérait une libération future comme improbable. Sébastien a montré aucune réaction visible lorsque la peine a été prononcée. Il s'est assis immobile, son regard fixé sur un point devant lui. Ses avocats ont échangé de brèves paroles avec lui avant que les huissiers le fassent sortir de la salle d'audience. Margaret, assise au premier rang, a éclaté en larmes alors que Sébastien était emmené. Les amis l'ont embrassé et ont offert des paroles de réconfort. Les procureurs ont exprimé leur satisfaction face aux résultats et ont noté que la justice avait été rendue pour Juliette, bien que sa famille reste à jamais marquée par la perte. Manon Moreau était assise à l'arrière de la salle d'audience pendant l'audience. Elle avait mis fin à sa relation avec son employeur et avait déménagé dans une autre ville pour échapper à l'attention des médias entourant l'affaire. Sa peine suspendue nécessitait des rencontres régulières avec un agent de probation et du travail d'intérêt général. Manon avait déclaré dans les interviews après le procès qu'elle se sentait trahie et manipulée par Sébastien. Elle prétendait n'avoir jamais soupçonné ses intentions envers Juliette et était horrifiée d'apprendre que les fonds qu'elle avait reçus provenaient directement d'un meurtre délibéré. Certains ont remis en question les affirmations de Manon d'ignorance et ont argumenté qu'elle aurait dû poser plus de questions sur la situation de Sébastien avant d'accepter de grands virements financiers. D'autres ont sympathisé avec sa position et ont noté qu'elle était une victime des tromperies de Sébastien, bien que moins tragiquement que Juliette. Les tribunaux avaient jugé que sa coopération et son manque de connaissances préalables étaient suffisants pour éviter une peine d'emprisonnement, bien que sa réputation soit gravement endommagée. Il lui faudrait probablement des années pour reconstruire sa vie, si elle le pouvait. L'installation où Juliette avait travaillé a mis en œuvre plusieurs changements en réponse à l'enquête. Bien que sa mort ne soit pas attribuable à des erreurs systémiques, l'examen avait découvert des lacunes dans les protocoles d'inspection d'équipement. La direction a introduit des systèmes de partenaires obligatoires pour les inspections des zones de confinement et a exigé que tout équipement de protection personnelle soit stocké dans des casiers sécurisés sur place, plutôt que d'être ramené à la maison par les employés. Ces changements visaient à prévenir les manipulations futures et à augmenter la sécurité des travailleurs. Les collègues de Juliette ont continué à lutter contre le traumatisme émotionnel de perdre quelqu'un dans leur communauté de travail de manière si insidieuse. Plusieurs ont cherché des conseils pour traiter les sentiments de vulnérabilité et de méfiance. Une collègue qui avait été proche de Juliette a déclaré que l'affaire l'avait amenée à remettre en question sa propre relation. Bien que son partenaire n'ait jamais montré de signes de violence, elle avait commencé à remarquer des dynamiques de contrôle subtiles qu'elle avait auparavant ignorées. Elle a cherché une thérapie de couple et son partenaire a accepté de travailler sur les patterns de communication. Cette réaction proactive a peut-être empêché sa relation de se déplacer vers des territoires plus dangereux. Manon Moreau avait connu des difficultés considérables à reconstruire sa vie après le procès. Bien que pénalement exemptée, beaucoup dans sa communauté la considéraient avec suspicion. Certains croyaient qu'elle aurait dû en savoir plus sur les intentions de Sébastien que ce qu'elle admettait. D'autres sympathisaient avec elle et reconnaissaient qu'elle avait été une victime secondaire de ces manipulations. Manon a changé de carrière et a évité les postes nécessitant une visibilité publique. Elle a légalement changé son nom pour échapper à l'attention des médias et tenter un nouveau départ.
Dans une interview donnée des années après le procès, Manon a réfléchi sur les signaux d'avertissement qu'elle aurait dû reconnaître. Le refus de Sébastien de la présenter à ses amis ou sa famille aurait dû l'alarmer. Son insistance sur les paiements en espèces et les lieux de rencontre éloignés signalait la clandestinité qui allait au-delà de la vie privée. Ses explications vagues concernant son divorce, sans documentation ni rencontre avec des avocats, auraient dû susciter ces questions. Manon a reconnu qu'elle avait accepté la version de Sébastien car elle voulait croire que sa relation était légitime. Cette autoréflexion, bien que douloureuse, l'a aidée à comprendre comment elle avait été manipulée. Et elle a commencé à poster dans des forums en ligne pour les personnes trompées par des arnaqueurs sentimentaux. Bien que sa situation diffère des arnaques amoureuses typiques, la dynamique sous-jacente de manipulation et de tromperie était partagée. Manon a conseillé à d'autres de mener des vérifications antécédents approfondies des partenaires potentiels, en particulier si leurs histoires semblaient incohérentes ou non vérifiées. Elle a souligné l'importance d'impliquer les amis ou les membres de la famille tôt dans les nouvelles relations, car les perspectives externes pouvaient découvrir les signaux d'avertissement obscurcis par les émotions romantiques. Sébastien a purgé sa peine dans une installation de haute sécurité. Les dossiers pénitentiaires ont montré qu'il avait peu de visiteurs et cherchait une interaction minimale avec d'autres détenus. Les évaluations psychologiques l'ont caractérisé comme narcissique, avec des traits psychopathiques. En particulier, un manque d'empathie et un charme superficiel. Les thérapeutes qui ont travaillé avec lui ont noté qu'il n'exprimait aucun remords pour la mort de Juliette, se présentant plutôt comme une victime de circonstances malheureuses. Il a affirmé que son mariage était intolérable et que si Juliette avait accepté un divorce, des mesures drastiques n'auraient pas été nécessaires. Cette mentalité était typique des auteurs qui externalisaient la responsabilité plutôt que d'accepter la culpabilité. Les conseillers pénitentiaires ont noté que l'incapacité de Sébastien à démontrer un remords véritable réduisait considérablement ses chances de libération conditionnelle éventuelle. Les commissions de libération conditionnelle exigeraient des preuves de rédemption, y compris la reconnaissance du mal et la compréhension de la gravité de ses actions. Sans ces éléments, Sébastien est resté probablement emprisonné pour la durée complète de sa peine, possiblement jusqu'à sa mort si la libération conditionnelle était constamment refusée. Les impacts sociétaux plus larges du cas de Juliette s'étendaient au-delà des réactions individuelles. Les militants contre la violence domestique ont utilisé son histoire pour attirer l'attention sur les formes plus subtiles d'abus qui précédaient les décès. Alors que les abus physiques étaient souvent visibles, le contrôle émotionnel, la manipulation financière et l'isolement étaient plus subtils et plus difficiles à reconnaître pour les tiers. Le cas de Juliette a démontré que même les femmes éduquées et financièrement indépendantes pouvaient être dans des relations dangereuses. Le succès et l'intelligence ne protégeaient pas contre la violence conjugale. Les législateurs dans plusieurs régions ont proposé un financement accru pour les programmes de prévention de la violence domestique, citant des cas comme celui de Juliette comme justification. Ils ont argumenté que l'intervention précoce et l'éducation sur les relations saines pourraient sauver des vies. Les écoles ont commencé à intégrer des programmes pédagogiques adaptés à l'âge sur les dynamiques relationnelles, le consentement et les signaux d'avertissement des abus. Les employeurs ont été encouragés à fournir des ressources aux employés dans des situations domestiques difficiles, y compris des conseils confidentiels et une aide juridique. Des années après le procès, Margaret a organisé un événement commémoratif annuel en l'honneur de Juliette. L'Assemblée servait plusieurs objectifs: honorer la vie de Juliette, sensibiliser à la violence domestique et fournir des ressources aux personnes cherchant de l'aide. Les organisations locales ont mis en place des kiosques d'information offrant des services de conseil, une aide juridique et des refuges d'urgence. Les survivants de la violence domestique ont partagé leurs histoires
et ont souligné qu'il était possible d'échapper aux abus et de construire des avenirs plus sûrs. Lors de l'un de ces événements, Margaret a parlé de ce qu'elle souhaitait pour l'héritage de Juliette. Elle espérait que sa fille ne serait pas seulement mémorisée comme une victime, mais comme quelqu'un dont l'histoire aidait d'autres à reconnaître les dangers et à prendre des mesures avant que les tragédies ne surviennent. Margaret a partagé les informations sur les services d'aide et a exhorté quiconque dans une relation troublante à parler. Elle a souligné qu'aucune relation ne valait la peine de sacrifier sa propre vie et que des ressources existaient pour aider les gens à partir en toute sécurité. Pour ceux qui ont reconnu les signaux d'avertissement dans leur propre relation, Margaret a offert des étapes concrètes. D'abord, ils devaient contacter un ami ou un membre de la famille de confiance et partager leurs préoccupations. Les perspectives externes pouvaient valider les patterns de comportement que les victimes minimisaient peut-être. Deuxièmement, ils devaient contacter les services d'aide tels que les lignes d'écoute nationales, qui offraient des conseils confidentiels et une planification de la sécurité. Troisièmement, ils devaient préparer les documents importants, les finances et les contacts d'urgence au cas où une évacuation rapide serait nécessaire. Quatrièmement, ils devaient chercher un avis juridique pour comprendre les options de protection ou les procédures de divorce. Margaret a conclu ses présentations en rappelant que la mort de Juliette était évitable. Si Sébastien avait été honnête concernant ses sentiments et avait poursuivi le divorce par des canaux juridiques, Juliette serait vivante aujourd'hui. Sa décision de choisir le meurtre plutôt que la séparation reflétait sa mentalité dérangée, non pas les circonstances inévitables. Elle a exhorté les auditeurs à honorer la mémoire de Juliette en s'occupant d'eux-mêmes et des autres, en reconnaissant les abus lorsqu'ils les voyaient et en n'hésitant jamais à chercher de l'aide. Les relations devraient être des sources de soutien et de joie, non de peur et de contrôle. Les années ont passé, mais l'histoire de Juliette est restée un exemple puissant de la façon dont les relations domestiques pouvaient devenir dangereuses. Son cas a été étudié dans les manuels scolaires de criminalistique, les formations des forces de l'ordre et les programmes d'éducation sur la violence domestique. Chaque fois que son histoire était partagée, elle atteignait de nouveaux auditeurs qui ont peut-être reconsidéré leur propre situation ou étaient prêts à intervenir s'ils remarquaient des signaux d'avertissement chez d'autres. De cette façon, l'héritage de Juliette n'était pas seulement la tragédie, mais aussi la prévention. Non seulement la perte, mais aussi l'enseignement qui pouvait sauver d'autres vies.